Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent À visage couvert de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Trois mois exactement avant l'assassinat Martingale, Mrs. Maxey avait donné un dîner. Des années plus tard, alors que le procès n'était plus qu'un scandale à moitié oublié et que les gros titres jaunissaient sur les pages des journaux tapissant les fonds de tiroir, Eleanor Maxey se disait que cette soirée de printemps avait été le prologue de la tragédie. Sa mémoire, sélective et perverse, conférait à ce qui avait été un dîner parfaitement ordinaire une aura de prémonition et de malaise. Rétrospectivement, il se muait en une célébration rituelle réunissant victimes et suspects sous un même toit. Or, en fait, parmi ces derniers, tous n'étaient pas présents. Félix Hearn, entre autres, ne se trouvait pas à Martingale ce week-end-là, et pourtant elle le voyait lui aussi à sa table, suivant d'un regard amusé, sardonique, les premières gesticulations des acteurs. À l'époque, bien sûr, la réception avait été à la fois ordinaire et assez assommante. Trois des invités, le docteur Epps, le recteur et Miss Liddell, directrice du refuge Sainte-Marie pour jeunes filles, avaient dîné trop souvent ensemble pour attendre quoi que ce fût d'inédit ou de stimulant d'une nouvelle rencontre. Catherine Bowers était exceptionnellement silencieuse, cependant que Stephen Maxey et sa sœur, Deborah Riscoe, dépitée de constater que le premier week-end libre de Stephen depuis un mois coïncidait avec une réception, dissimulaient mal leur mauvaise humeur. Mrs. Maxey venait d'engager une des mères célibataires de Miss Liddell, et la jeune femme servait à table pour la première fois. Mais on pouvait difficilement attribuer la gêne qui pesa tout au long du repas à la présence épisodique de cette Sally Gyp, qui posait les plats devant Mrs. Maxey et changeait les assiettes avec une adresse notée non sans complaisance par Miss Liddell. Il est probable qu'un des invités au moins était parfaitement heureux. Célibataire, le recteur de Shutfleet, Bernard Hinks, accueillait tout ce qui le changeait de la cuisine roborative mais fort peu gastronomique dispensée par sa sœur. Elle n'acceptait jamais l'invitation, avec un soulagement qui laissait peu de place pour les nuances de relations mondaines. Très doux, très effacé, cet homme de 54 ans, et qui paraissait plus que son âge, avait la réputation de ne sortir du flou propice à sa timidité que pour défendre des points de doctrine. La théologie était sa principale préoccupation, peut-être la seule. Et les paroissiens, qui ne comprenaient pas toujours ses sermons, les acceptaient volontiers comme preuve de son érudition. Mais enfin, on convenait en général au village que l'on pouvait attendre conseil et aide du presbytère, et que si les premiers étaient parfois un peu confus, les secondes faisaient rarement défaut. Pour le docteur Charles Epps, veuve de longue date, ce dîner était l'occasion de faire un repas excellent, de converser avec deux femmes charmantes et de se reposer un moment de la routine d'une clientèle rurale. Installé à Shutfleet depuis 30 ans, il connaissait assez la plupart de ses malades pour savoir exactement s'ils allaient vivre ou mourir. Au reste, il était persuadé que le médecin ne pouvait pas faire grand-chose pour influer sur la décision, qu'il était sage de savoir quand mourir en provoquant le minimum de dérangement pour les autres et de détresse pour soi-même, et que nombre de progrès en médecine ne servaient à prolonger la vie pendant quelques mois pénibles que pour la gloire du praticien. Pourtant, il était moins bête et plus habile que Stephen Maxey le croyait, et ses malades affrontaient rarement la mort avant l'heure. Après avoir assisté Mrs. Maxey à la naissance de ses deux enfants, il était resté le médecin et l'ami du mari, dans la mesure où le cerveau obscurci de Simon était encore capable de discerner ou d'apprécier l'amitié. Pour l'heure, il dégustait un soufflé au poulet avec l'air d'un homme qui a bien mérité son dîner et n'a pas la moindre intention de se laisser perturber par les humeurs des autres convives. « Donc vous avez pris Sally Gyp et son bébé, Eleanor ?» Le docteur ne craignait pas les évidences. De jeunesse sympathique,
c'est plus gai pour vous d'avoir de nouveau un bébé dans la maison. » « Espérons que Martha sera de votre avis, » répliqua sèchement Mrs. Maxey. « Bien entendu, elle a absolument besoin d'aide, mais elle est très conservatrice. Elle prend peut-être la situation moins bien qu'elle ne le dit. Elle s'en remettra. Les scrupules ne font pas long feu quand il s'agit d'une autre paire de bras dans la cuisine. » Le docteur Epps écarta les préoccupations morales de Martha Bultitaft d'un revers de main. Elle ne va pas tarder à tout passer au bébé, et d'ailleurs Jimmy est un enfant attachant, quel que soit le père. À cet instant, Miss Liddell sentit qu'il fallait faire entendre la voix de l'expérience. « Je crois qu'on ne devrait pas parler trop légèrement du problème de ces enfants, docteur. Bien entendu, il faut faire montre de charité chrétienne. » Ici, petit salut dans la direction du recteur, comme pour reconnaître la présence d'un autre spécialiste et excuser l'intrusion dans son domaine. Mais je ne peux m'empêcher de penser que la société dans son ensemble devient trop indulgente envers ces jeunes personnes. Le niveau des valeurs va continuer à baisser dans le pays si ces enfants sont considérés autant que ceux qui sont nés dans le mariage. C'est déjà ce qui arrive. Il ne manque pas de mères pauvres et respectables pour lesquelles on fait bien moins que pour certaines de ses filles. Toute rouge, elle parcourut la table du regard et se remit à manger vigoureusement. Tout le monde semblait étonné. Quelle importance! Il fallait que ce fût dit, et elle l'avait dit, c'était à elle de le faire. Elle jeta un coup d'œil au recteur comme pour demander son soutien, mais après un premier regard surpris, il se consacrait de nouveau exclusivement à son repas. Privée d'un allié, Miss Liddell se dit non sans irritation que décidément ce cher homme devenait un peu trop gourmand. Soudain, elle entendit la voix de Stephen Maxey. « Ces enfants-là ne sont pas différents des autres. J'imagine, si ce n'est que nous leur devons davantage. Je ne trouve pas non plus que leur mère soit si extraordinaire. Après tout, combien de personnes acceptent dans la pratique le code de morale qu'elle reproche à ses filles d'avoir enfreint? Un grand nombre, docteur Maxey, je vous assure. » Du fait de sa profession, Miss Liddell n'était pas habituée à la contradiction des jeunes. Stephen Maxey était peut-être un chirurgien plein d'avenir, mais cela ne lui donnait pas de lumière spéciale sur les délinquantes. Je serais horrifié s'il me fallait penser que certains comportements que j'ai malheureusement à connaître dans le cadre de mon travail sont vraiment représentatifs de la jeunesse moderne. Eh bien, en tant que représentant de la jeunesse moderne, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas assez rares pour que nous puissions nous offrir le luxe de mépriser celles qui se sont fait prendre. La jeune personne que nous avons ici me paraît tout à fait normale et respectable. Elle est discrète, et même assez raffinée, instruite aussi. Pensez donc, elle est allée à l'école secondaire. Je ne l'aurais jamais recommandée à votre mère si elle n'avait pas été d'un niveau très supérieur à la moyenne de Saint-Mary. En fait, c'est une orpheline qui a été élevée par une tante. Mais j'espère que ce ne sera pas une raison pour abuser de votre bonté. Sally doit travailler dur et profiter au maximum de la chance qui lui est offerte. Le passé est passé, mieux vaut l'oublier. Ce doit être difficile quand il se rappelle à vous d'une manière aussi tangible, dit Deborah Risco. Agacé par une conversation qui perturbait les humeurs et plus encore sans doute les digestions, le docteur Epps s'empressa d'apporter son placebo. Malheureusement, le seul résultat fut de prolonger la discussion. C'est une bonne mère et une jolie fille. Elle rencontrera probablement un garçon qui l'épousera. Ce sera d'ailleurs la meilleure solution. Je ne peux pas dire que cette relation mère célibataire-enfant me plaise beaucoup. Les liens ont tendance à devenir trop étroits, trop exclusifs, et ça finit par un grand gâchis psychologique. Je me dis quelquefois, terrible hérésie, Miss Liddell, que le mieux serait de placer tout de suite ces bébés dans un bon foyer qui les adopterait. L'enfant est la responsabilité de la mère, énonça Miss Liddell doctorale. C'est son devoir de le garder, de s'en occuper. Pendant 16 ans, et sans l'aide du père, nous engageons bien entendu les démarches pour une reconnaissance de paternité, docteur Maxey, chaque fois que la chose est possible. Malheureusement, Sally est très obstinée et ne veut pas nous donner le nom du père. Nous ne pouvons donc rien faire. D'ailleurs, quelques shillings ne vont pas bien loin aujourd'hui.
Stephen Maxey semblait prendre un malin plaisir à prolonger le débat. « Et je suppose que Céline ne touche même pas les allocations familiales du gouvernement. »« Nous sommes en pays chrétien, mon cher frère. Et le salaire du péché est censé être la mort, pas 8 shillings pris dans la poche des contribuables. » Déborah avait parlé à voix basse, mais Miss Liddell avait entendu et senti qu'elle était visée. Mrs. Maxey eut alors l'impression qu'il était temps d'intervenir, et 2 de ses invités au moins pensaient qu'elle aurait dû le faire plus tôt. Elle n'avait pas l'habitude de se laisser dépasser par les événements. « Comme j'ai l'intention de sonner Sally, il vaudrait peut-être mieux que nous changions de sujet. Je vais me rendre gravement impopulaire en parlant de la kermesse paroissiale. Je sais que j'ai l'air de vous avoir réunis ici sous un prétexte fallacieux, mais enfin il faut vraiment que nous pensions aux dates possibles. » C'était un sujet sur lequel la volubilité de chacun pouvait se donner libre cours sans danger. Au moment où Sally entra, la conversation était assez ennuyeuse, aimable et inoffensive pour satisfaire Catherine Bowers elle-même. Miss Liddell regarda attentivement la jeune femme évoluer autour de la table. On eût cru que ce qui venait d'être dit l'avait incitée à la voir nettement pour la première fois. Elle était extrêmement mince, et l'épaisse chevelure blond-roux serrée sous son bonnet semblait trop lourde pour le cou si frêle. Ses longs bras d'enfant rougissaient au coude en saillie, sa grande bouche était désormais sévèrement disciplinée, ses yeux verts se baissaient modestement sur la tâche à accomplir. Brusquement, Miss Liddell ressentit un élan d'affection totalement irrationnel. Sally s'en tirait bien, vraiment bien. Elle essaya de rencontrer son regard pour lui adresser un petit sourire d'encouragement, et soudain, pendant 2 secondes au moins, elles se regardèrent en face. Puis Miss Liddell rougit et baissa le nez. Pas possible. Elle s'était trompée. Jamais Sally n'aurait osé la dévisager de la sorte. Troublée, horrifiée, elle essaya d'analyser l'effet extraordinaire de ce bref contact. Avant même d'avoir posé sur ses propres traits le masque affable du propriétaire satisfait, elle avait lu dans les yeux de son vis-à-vis non pas la soumission reconnaissante qui avait caractérisé la Sally Jupp de Sainte-Mary, mais un mépris amusé, un soupçon de complicité et une répulsion d'une intensité presque effrayante. Puis, les yeux verts de nouveau baissés, Sally l'énigmatique était redevenue Sally la déférente, délinquante favorite et très favorisée de Miss Liddell. Mais l'instant avait laissé des traces, une appréhension assez violente pour provoquer la nausée. Elle avait recommandé Sally sans réserve. Tout paraissait si satisfaisant, en apparence. La fille était trop bien en fait pour la place de Martingale. La décision était prise, trop tard désormais pour la remettre en question. Le pire en somme serait un retour prompt et ignominieux au refuge. Pour la première fois, Miss Liddell se rendit compte que l'introduction de sa favorite à Martingale risquait de provoquer des complications. Mais elle ne pouvait évidemment prévoir l'ampleur qu'elles prendraient, ni qu'elles aboutiraient à une mort violente. Catherine Bowers, qui était là pour le week-end, n'avait guère parlé pendant le repas. Naturellement honnête, elle était un peu horrifiée de constater que sa sympathie allait à Miss Liddell. Bien sûr, c'était très généreux à Stephen de défendre si vigoureusement Sally et ses pareils, mais elle se sentait aussi agacée que dans les cas où ses amies non-infirmières dissertaient sur la noblesse de sa profession. Très joli d'avoir des idées romantiques. Mais elles font une belle jambe à celles qui travaillent au milieu des bassins ou des délinquantes. Elle eut envie de le dire tout haut, mais la présence de Déborah l'en empêcha. Comme toutes les réceptions ratées, le dîner parut durer 3 fois plus longtemps qu'à l'accoutumée. Catherine se dit que jamais une famille n'avait autant traîné pour prendre son café, jamais les messieurs n'avaient tant tardé à revenir au salon. Mais tout a une fin. Miss Liddell était repartie pour Sainte-Mary en laissant entendre qu'elle préférait ne pas laisser Miss Pollack trop longtemps, seule aux commandes. Mr. Hinks avait murmuré de vagues allusions aux dernières retouches à son sermon et disparu comme un mince fantôme dans l'air printanier. Les Maxey et le docteur Epps, soulagés, devisaient autour du feu de bois. Sujet,
la musique. Ce n'était pas celui que Catherine aurait choisi. Même la télévision aurait mieux valu. Mais le seul poste était chez Martha. S'il fallait parler, elle espérait que ce serait de médecine seulement. Le docteur Epps dirait « Bien sûr, vous êtes infirmière, Miss Bowers, c'est épatant pour Stephen d'avoir quelqu'un qui s'intéresse aux mêmes choses. » Alors ils bavarderaient tous les trois pendant que, pour une fois, Déborah serait obligée de rester en dehors du coup. De se rendre compte que les hommes se lassent des jolies femmes inutiles, même admirablement habillées, et que Stephen avait besoin de quelqu'un qui pût comprendre son travail et soutenir une conversation intelligente avec ses amis. Rêve délicieux, qui, comme la plupart des rêves, n'avait aucun rapport avec la réalité. Catherine, les mains tendues vers les flammes pâles, essayait de paraître à l'aise pendant que les autres discutaient d'un compositeur au nom bizarre dont elle n'avait jamais entendu parler, sauf dans un contexte historique tellement lointain qu'elle l'avait oublié. Certes, Déborah ne prétendait nullement le connaître, mais elle arrivait, comme d'habitude, à rendre son ignorance amusante. Ses efforts pour faire participer Catherine à la conversation en lui demandant des nouvelles de sa mère, l'intéressé les ressentait comme une marque de condescendance et non pas de courtoisie. Quand la nouvelle bonne vint apporter un message pour le docteur, ce fut un soulagement. Une de ses clientes, dans une ferme éloignée, allait accoucher. Il s'arracha non sans peine à son fauteuil, se secoua comme un gros chien et présenta ses excuses. Catherine fit une dernière tentative. « Un cas intéressant, docteur ? » ?»« Oh non. » Le docteur regardait vaguement autour de lui à la recherche de sa serviette. « Elle en a déjà 3. Brave petite bonne femme d'ailleurs. Elle aime que je sois là. Je me demande bien pourquoi elle pourrait faire ça toute seule, sans broncher. Enfin, au revoir, Eleanor, et merci pour cet excellent dîner. Je voulais monter voir Simon avant de partir, mais je passerai demain si vous voulez bien. Je pense qu'il vous faudra une nouvelle ordonnance pour son somnifère. Je vous l'apporterai. » Il salua aimablement de la tête le petit groupe, sortit dans le hall avec Mrs. Maxey, et quelques instants après, les rugissements de sa voiture secouèrent le silence. Conducteur enthousiaste, il avait un faible pour les petites voitures de sport ultra rapides dont il s'extirpait avec difficulté et qui lui donnaient l'air d'un vieil ours coquin en goguette. « Bon, » dit Déborah quand le vacarme se fut éloigné. « Voilà qui est fait. Maintenant, si nous allions jusqu'aux écuries voir Beaucoq au sujet des chevaux. C'est-à-dire si Catherine a envie de se promener. » Catherine avait très envie de se promener, mais pas avec Déborah. Extraordinaire vraiment qu'elle ne puisse pas ou ne veuille pas voir que Stephen et elle souhaitaient être seuls. Mais enfin, si lui ne mettait pas les points sur les i, elle ne pouvait guère le faire. Plus vite il serait marié, et loin de toutes les femmes de sa famille, mieux cela vaudrait pour lui. Elle lui suce le sang, se dit Catherine, qui avait rencontré ce genre de personnage lors de ses incursions dans le roman moderne. Déborah, sereinement inconsciente de ses propensions vampiriques, franchit la porte-fenêtre ouverte et traversa la pelouse à la tête du petit groupe. Les écuries, désormais propriété de Samuel Beaucoq, après avoir été celles des Maxey, n'étaient qu'à 200 mètres de la maison. Le vieux Beaucoq était là en train d'astiquer des harnais à la lumière d'une lampe tempête en sifflotant entre ses dents. C'était un petit homme brun, au visage de gnome, yeux bridés, une grande bouche, visiblement ravi de voir Stephen. Tout le monde alla rendre visite aux 3 chevaux avec lesquels Beaucoq essayait de lancer sa petite affaire. « Vraiment, » se dit désagréablement Catherine. « Déborah est ridicule avec ses bêtes, à se frotter le nez contre le leur en leur racontant des fadaises comme s'il s'agissait d'êtres humains. Instinct maternel refoulé. Ça lui ferait du bien d'en dépenser un peu dans le service de pédiatrie. Il est vrai qu'elle ne servirait pas à grand-chose. Elle aurait bien voulu retourner dans la maison. Les écuries étaient d'une propreté scrupuleuse, mais l'odeur forte des chevaux, après l'exercice, persistait. Inévitable. Et sans savoir pourquoi, Catherine en fut troublée. À un moment donné, la main de Stephen, étroite et bronzée, effleura la sienne sur le cou de l'animal, et l'espace d'un instant, l'envie de la toucher, de la caresser, voire de la porter à ses lèvres, fut si forte que la jeune femme dut fermer les yeux.
Et puis dans le noir, d'autres images surgirent, délicieuses et répréhensibles, de cette même main lui entourant un sein, plus brune encore à côté de sa blancheur, qui le caressait lentement, amoureusement, annonciatrice de l'extase. Presque chancelante, elle sortit dans le crépuscule printanier, laissant derrière elle la parole lente, hésitante de Bocock, à qui répondaient les voix enthousiastes des Maxi. Elle vécut alors un de ces moments de panique dévastatrice qui s'abattaient parfois sur elle depuis qu'elle aimait Stephen. Tout son bon sens, toute sa volonté était impuissante devant ces orages qu'aucun signe ne laissait présager. Dans ces moments-là, rien ne semblait réel, et elle avait l'impression presque physique de sentir des sables mouvants engloutir ses espoirs. Toutes ses souffrances, toutes ses incertitudes se cristallisaient autour de Déborah. L'ennemie, c'était elle. Elle qui avait été mariée, qui avait eu sa chance de bonheur, Déborah, jolie, égoïste et inutile. En écoutant les voix derrière elle, dans l'obscurité qui s'épaississait, Catherine était malade de haine. De retour à Martingale, elle s'était ressaisie, le voile noir s'était levé, et elle avait retrouvé son assurance naturelle. Elle monta se coucher de bonne heure, croyant presque qu'il pourrait venir la trouver. Elle se disait bien que c'était impossible sous le toit paternel, acte de folie pour lui, injure intolérable à l'hospitalité pour elle, mais elle attendit pourtant dans le noir. Au bout d'un moment, elle entendit des pas dans l'escalier, Stephen et Déborah. Frères et sœurs riaient tout bas, ensemble. Ils ne s'arrêtèrent même pas en passant devant sa porte. Tout en haut, dans la chambre blanche, qui était la sienne depuis son enfance, Stephen s'étira sur le lit. « Je suis claqué », annonça-t-il. « Moi aussi. » Déborah bâilla et s'assit sur le lit à côté de lui. « Assez sinistre ce dîner. Ah, je voudrais bien que maman s'en dispense. » Quel tapé d'hypocrites! Pas leur faute, ils ont été élevés comme ça. D'ailleurs, je crois qu'Eppie et Mr. Hinks sont plutôt des types bien. Oh, j'ai dû me rendre assez grotesque. Disons que tu as été assez véhément, du genre Galahad fonçant à la défense de la jeune fille offensée. À ça près que c'est sans doute plutôt elle qui a pris l'initiative des opérations. Tu ne l'aimes pas, hein? Mon très cher, je n'y ai même pas pensé. Elle travaille ici, c'est tout. Je sais que ça doit te paraître affreusement réac avec tes idées avancées, mais en fait, ce n'est pas du tout dans mes intentions. C'est simplement qu'elle ne m'intéresse pas, et je pense que c'est bien réciproque. Elle me fait pitié. Il y avait une trace de violence dans la voix de Stephen. C'était assez évident au dîner, répondit sèchement Déborah. C'est leur foutue suffisance qui m'a chauffé les oreilles. Et puis la Lidl. C'est ridicule d'avoir collé une vieille fille à la direction d'un home comme Sainte-Mary. Je ne vois pas pourquoi. Elle est peut-être un peu bornée, mais elle est bonne et consciencieuse. D'ailleurs, j'aurais plutôt cru qu'en fait d'expérience sexuelle, Sainte-Mary avait plus que son compte. Oh, pour l'amour du ciel, n'essaie pas d'être facétieuse. Mais qu'est-ce que tu veux que je sois? Nous nous voyons une fois par quinzaine. C'est un peu dur de se trouver piégé par un de ces dîners philanthropiques de maman et d'être obligé de voir Catherine et Miss Lidl ricaner de concert parce qu'elle croit qu'une jeune fille t'a fait perdre la tête. C'est le genre de vulgarité que la Lidl apprécie particulièrement. Tout le village sera au courant demain. Si les gens croient ça, c'est qu'ils sont ma boule. Je l'ai à peine vue, cette fille. Je ne crois pas que je lui ai déjà adressé la parole. C'est ridicule. Tout à fait ce que je voulais dire. Pour l'amour du ciel, tâche de réfréner tes instincts de croiser pendant que tu es ici. J'aurais pensé que tu pouvais sublimer ta conscience sociale à l'hôpital sans en ramener à la maison. C'est un voisinage très inconfortable, surtout pour ceux qui, comme moi, n'en ont pas. Je suis un peu sur les nerfs aujourd'hui, dit Stephen. Je ne sais pas très bien ce que je veux faire. Déborah comprit tout de suite, ce qui était très caractéristique. Elle est plutôt bassinante, hein? Pourquoi ne pas terminer l'affaire avec grâce et élégance? Je suppose qu'il y a une affaire à terminer. Tu sais très bien qu'il y en a.
qu'il y en a eu une du moins, mais comment? Alors, je n'ai jamais trouvé ce genre d'exercice particulièrement difficile. Tout l'art consiste à faire croire à l'autre que c'est lui qui a rompu. Au bout de quelques semaines, j'arrive pratiquement à le croire. Mais s'il ne marche pas, des hommes sont morts et des vers les ont mangés, mais pas par amour. Stephen aurait bien voulu lui demander si et quand Félix Hearn serait amené à croire que c'était lui qui avait rompu. Mais il se dit que dans ce cas comme dans l'autre, Déborah était plus féroce que lui. « Je suis sans doute pleutre pour ça, » dit-il. « J'ai du mal à envoyer bouler les gens, même les raseurs, à une réception. »« Oui, » répliqua sa sœur. « Tu es trop faible et trop douillet. Tu devrais te marier. Maman serait ravie. Quelqu'un qui a des sous, si tu peux trouver ça. Pas riche à crever, bien sûr, seulement ce qu'on appelle une belle fortune. » « Évidemment, mais qui ? » ?»« Ah, ça !» Brusquement, Déborah sembla se désintéresser du sujet. Elle se leva du lit et alla s'appuyer contre l'appui de la fenêtre. Stephen regarda ce profil, si semblable au sien, et pourtant si mystérieusement différent, se découper sur le fond noir de la nuit. Les veines et les artères du jour mourant s'étiraient au long de l'horizon. Du jardin montaient toutes les essences somptueuses et infiniment douces d'une nuit de printemps anglaise. Allongé là, dans le cocon de l'obscurité, il ferma les yeux et s'abandonna à la paix de Martingale. Dans des moments comme celui-là, il comprenait parfaitement pourquoi sa mère et Déborah manœuvraient, combinaient et projetaient pour sauvegarder son héritage. Premier des Maxi à étudier la médecine, il faisait ce qu'il avait voulu et la famille s'était inclinée. Il aurait même pu choisir quelque chose d'encore moins lucratif, encore qu'il aurait eu du mal à trouver. Avec le temps, s'il survivait au surmenage, au risque, à la concurrence effrénée, il pourrait peut-être se faire une belle clientèle et peut-être avoir les moyens d'entretenir Martingale lui-même. En attendant, il faudrait continuer à lutter, à faire de petits retranchements qui ne troublaient jamais son propre confort, à rogner sur les dons aux œuvres, à faire plus de jardinage pour économiser les 3 shillings de l'heure donnés au vieux Purvis, à employer des filles sans qualification pour aider la vieille Martha. Rien de tout cela ne le gênerait beaucoup, et tout cela était fait pour que lui, Stephen Maxi, fût assuré de succéder à son père comme Simon Maxi avait succédé au sien. Si seulement il avait pu jouir des beautés et de la paix de Martingale sans y être attaché par cette chaîne de responsabilité et de culpabilité. Des pas lents, précautionneux dans l'escalier, un coup frappé à la porte, Martha apportait les boissons chaudes du soir. Alors qu'il était enfant, la vieille Nanny avait décidé que c'était le moyen de chasser les rêves terrifiants autant qu'inexplicables dont ils avaient souffert un moment Déborah et lui. Les cauchemars avaient fini par céder la place au crâne plus tangible de l'adolescence, mais les boissons chaudes étaient devenues une tradition familiale. Martha, comme sa sœur avant elle, était convaincue qu'elles étaient le seul talisman efficace contre les dangers de la nuit. Elle posa donc soigneusement le petit plateau qui portait le mazagran Wedgwood bleu que Déborah utilisait toujours et la grosse tasse que le grand-père Maxi avait achetée pour Stephen lors du couronnement de George V. « Je vous ai apporté votre Ovaltine aussi, Miss Déborah, » dit Martha. « J'ai bien pensé que je vous trouverais ici. » Elle parlait à voix basse comme s'il participait à une conspiration. Stephen se demanda si elle se doutait qu'ils avaient discuté de Catherine. C'était un peu comme lorsque la vieille Nanny, si confortablement rembourrée, apportait les boissons chaudes le soir, et pourtant ce n'était pas vraiment la même chose. Le dévouement de Martha était plus volubile, plus conscient et moins agréable, contrefaçon d'une émotion qui avait été aussi simple et aussi nécessaire pour lui que l'air qu'il respirait. Mais s'étant rappelé tout cela, il se rappela aussi que Martha avait besoin d'un petit encouragement de temps en temps. « Le dîner était bien bon, Martha, » dit-il. Déborah, détachée de sa fenêtre, entourait le mazagran fumant de ses mains fines aux ongles rouges. Dommage que la conversation n'ait pas été à la hauteur de la cuisine. Nous avons eu une conférence de Miss Liddell sur les conséquences sociales de l'illégitimité. Qu'est-ce que tu penses de Sally, Martha? Stephen savait que la question était maladroite.
Pourquoi Déborah l'avait-elle posée? Cela ne lui ressemblait pas. Elle a l'air assez discrète, admit Martha. Mais bien sûr, elle n'est pas là depuis longtemps. Miss Liddell l'a beaucoup recommandée. Selon Miss Liddell, dit Déborah, c'est un modèle de toutes les vertus sauf une, et même ce fâcheux incident n'est qu'une inadvertance de la nature qui ne pouvait pas reconnaître une bachelière dans le noir. Stephen fut choqué par l'amertume brusquement jaillie dans la voix de sa sœur. « Je ne sais pas si toute cette instruction est bien fameuse pour une bonne, Miss Déborah. » Martha s'arrangeait pour faire comprendre qu'elle s'en était admirablement passée elle-même. « J'espère simplement qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a. Madame lui a même prêté notre petit lit, celui où vous avez couché tous les deux. Enfin, nous n'y couchons plus maintenant. » Stephen essayait de ne pas trahir son agacement. On avait vraiment assez trop parlé de Sally Chip. Mais Martha demeura sourde à l'avertissement. C'était comme si elle-même, et non pas seulement le berceau de la famille, avait été profané. « On a toujours pris bien soin de ce petit lit, docteur Stephen. On devait le garder pour les petits-enfants. »« Enfer et damnation !» s'exclama Déborah en essuyant le liquide tombé sur ses doigts, après quoi elle reposa le mazagran sur le plateau. « Ne compte pas tes petits-enfants avant qu'ils soient faits. Tu peux me ranger dans les non-partants, et Stephen n'est même pas fiancé. Il n'y pense d'ailleurs pas. Il se décidera sans doute finalement pour une infirmière bien en chair, efficace, et qui préférera acheter un modèle de berceau hygiénique et fonctionnel dans Oxford Street. Merci pour l'Ovaltine, ma bonne Martha. » Malgré le sourire, c'était un congé. Les derniers bonsoirs dits, les mêmes pas précautionneux descendirent l'escalier. Quand leur bruit feutré se fut éteint, Stephen dit « Pauvre vieille Martha. On n'a pas beaucoup d'égards pour elle et ce travail de bonne à tout faire devient trop dur. Nous devrions peut-être envisager de la mettre à la retraite. Et payer avec quoi ?» Déborah était retournée à la fenêtre. « Enfin, elle a au moins un peu d'aide maintenant. » Stephen temporisait. « À condition que Sally ne fasse pas plus d'embarras que de travail. Miss Liddell prétend que le bébé est extraordinairement sage, mais on dit ça de tous les moutards qui ne braillent pas 2 nuits sur 3. Et puis il y a le lavage. Elle ne pourra pas beaucoup aider Martha si elle passe la moitié de la matinée à rincer des couches. Mais il est probable que d'autres mères aussi lavent les couches et trouvent tout de même le temps de faire un autre travail. Cette fille m'est sympathique et je crois qu'elle sera une aide pour Martha si on lui donne sa chance. Elle a au moins trouvé un champion intrépide. Dommage, tu seras presque certainement bien peinard à l'hôpital quand les ennuis commenceront. Mais enfin, quels ennuis! Qu'est-ce que tu as? Pourquoi diable es-tu persuadé que cette fille va faire des ennuis? Déborah se dirigeait vers la porte. « Parce que, dit-elle, elle en fait déjà, non? Bonsoir. » Malgré ses débuts peu prometteurs, les premières semaines de Sally Jupp à Martingale se passèrent très bien. Était-elle de cet avis aussi? Personne ne lui demanda, tout le village ayant décrété qu'elle avait beaucoup de chance. Si, comme il arrive souvent en pareil cas, elle n'était pas aussi reconnaissante qu'elle aurait dû l'être, elle cachait très bien ses sentiments derrière une façade de docilité respectueuse et de zèle que la plupart étaient trop contents de prendre pour argent comptant. Elle ne trompait cependant pas Martha Bultitaft et n'aurait sans doute pas trompé les Maxey non plus s'ils avaient pris la peine d'y penser, mais ils étaient trop accaparés par leurs affaires personnelles et trop soulagés par ce brusque allègement de leurs charges domestiques pour aller au-devant des difficultés. Martha dut admettre que le bébé n'était guère gênant au début, et elle en attribua tout le mérite à l'excellente formation de Miss Liddell, incapable qu'elle était de comprendre que de mauvaises filles puissent être de bonnes mères. James était un enfant placide, qui pendant ses premiers mois à Martingale se contenta de boire à ses heures habituelles, sans signaler trop bruyamment ses fringales et de dormir d'un sommeil repu entre ses tétés. Cela ne pouvait durer indéfiniment. Avec l'arrivée de ce que Sally appelait l'alimentation mixte, Martha ajouta plusieurs griefs de taille à sa liste.
Apparemment, la cuisine allait devenir le domaine exclusif de Sally et de ses exigences. Jamie abordait en effet ce stade de l'enfance où les repas sont moins une agréable nécessité qu'un prétexte à l'exercice du pouvoir. Soigneusement matelassé de coussins sur sa grande chaise, il cambrait son petit dos robuste dans un orgasme de résistance, puis pinçait les lèvres pour faire des bulles avec son lait et ses céréales, avant de capituler tout d'un coup, rayonnant d'une charmante innocence. Sally hurlait de rire, et l'étouffait à moitié de caresses sans tenir le moindre compte des grognements réprobateurs de Martha. Trônant là, avec ses cheveux bouclés, son petit nez crochu, presque caché entre des joues rebondies rouges comme des pommes, il semblait dominer la cuisine tel un César en miniature. Sally commençait à passer plus de temps avec lui, et Martha la voyait souvent dans le courant de la matinée, penchée sur la poussette, cependant que la soudaine apparition d'une jambe ou d'un bras potelé montrait à l'évidence que le temps des longs sommes était bien passé. Sans aucun doute, le bébé allait l'accaparer de plus en plus. Jusqu'alors, elle était arrivée à faire son travail, et si la fatigue commençait à se manifester, seul Stephen, lors de ses visites bimensuelles, l'avait remarqué avec compassion. Mrs. Maxey lui demandait de temps à autre si elle n'avait pas trop à faire, et n'insistait pas, bien contente de la réponse qu'elle recevait. Deborah ne remarquait rien, ou en tout cas ne disait rien. Il était d'ailleurs difficile de savoir si Sally était fatiguée, car son visage très blanc, sous la chevelure flamboyante et ses bras minces, lui donnait un air de fragilité que Martha, elle, jugeait des plus trompeurs. Coriace comme du cuir de semelle et rusée comme une charretée de ouistiti. Telle était l'opinion de la digne cuisinière. Lentement, le printemps mûrit en été. Les hêtres firent éclater leurs fers de lance vert acide et déroulèrent leurs tapis d'ombre quadrillés sur l'allée. Le recteur célébra la fête de Pâques à son gré, sans que la décoration de l'église provoquât plus que le lot habituel de récriminations et de désagréments parmi son troupeau. À Sainte-Mary, Miss Pollack, souffrant d'une crise d'insomnie, le docteur Epps lui prescrivit des comprimés spéciaux. 2 des pensionnaires se marièrent avec le père peu séduisant, mais apparemment repentant de leur bébé. Et Miss Liddell admit 2 autres filles mères à leur place. Sam Bocock, qui avait fait passer une petite annonce dans la presse locale, fut tout étonné de voir le nombre de jeunes filles et garçons en culottes de cheval neuves, mais mal coupées, et gants jaunes, tout prêts à débourser 7 shillings et 6 pence de l'heure pour traverser le village au pas sous sa direction. Sur son lit étroit, Simon Maxey n'était ni mieux ni plus mal. Les soirées s'allongeaient, les roses s'ouvraient. À Martingale, leur parfum alourdissait l'air du jardin, et pendant qu'elle en coupait pour garnir des vases, Déborah avait l'impression que le domaine attendait quelque chose. Jamais la maison n'était plus belle que l'été. Mais cette année-là, la jeune femme y sentait une atmosphère de tension, presque d'appréhension, étrangère à son habituelle sérénité froide. Elle chassa cette lubie morbide en se disant que pour l'heure, le principal fléau qui menaçait Martingale était la kermesse annuelle. Quand les mots « une mort attendue » lui vinrent soudain à l'esprit, elle se secoua énergiquement. Son père n'était pas plus mal, peut-être même un peu mieux, et d'ailleurs la maison ne pouvait pas le savoir. Très consciente que son amour pour Martingale n'était pas tout à fait rationnel, elle essayait parfois de le discipliner en parlant du moment où il faudrait vendre, comme si le son des mots pouvait agir tout à la fois à la manière d'un avertissement et d'un talisman. Organisé par un comité comprenant le recteur, Mrs. Maxey, le docteur Epps et Miss Liddell, la fête paroissiale de Sunset avait lieu dans les jardins de Martingale au mois de juillet, depuis le temps de l'arrière-grand-père de Stephen. Les tâches de cette auguste assemblée n'étaient jamais bien lourdes puisque les réjouissances, tout comme l'Église qu'elles aidaient à entretenir, demeuraient immuables d'année en année, symbole de permanence au milieu du chaos.
Mais le comité prenait ses responsabilités très au sérieux et se réunissait fréquemment en juin et au début de juillet pour goûter dans le jardin et adopter dans le même cadre délicieux des résolutions strictement identiques à celles des années précédentes. Un membre se sentait parfois sincèrement mal à l'aise au sujet de la fête. Le recteur, qui, dans sa mansuétude, préférait voir ce qu'il y avait de meilleur en chacun et imputer des motifs louables dès que la chose était possible. Il le faisait pour lui-même aussi, d'ailleurs, ayant découvert dès le début de son ministère que la charité est une politique aussi bien qu'une vertu. Mais une fois par an, il se trouvait confronté à certaines réalités assez déplaisantes de son Église. Il s'inquiétait de son exclusivisme, de son impact négatif sur la frange turbulente de Chetfleet, ville nouvelle, et commençait à craindre qu'elle représentât une force plus sociale que spirituelle dans la vie du village. Il avait bien proposé une année qu'une prière marquât la fin aussi bien que le début de la fête, mais le seul membre du comité en faveur de cette innovation renversante avait été la dame de Séan qui reprochait avant tout aux festivités de traîner indéfiniment. Cette année-là, Mrs. Maxey se disait qu'elle allait être bien contente de l'aide apportée par Célie. Elle ne manquait pas d'auxiliaires pour la kermesse proprement dite, encore qu'un certain nombre fût bien décidé à en tirer le maximum d'agréments personnels avec le minimum de travail, mais les responsabilités ne se bornaient pas à l'organisation de la journée. La plupart des membres du comité comptaient bien dîner à Martingale et Catherine Bowers avait écrit pour dire que ce samedi-là était précisément un de ses jours de congé. Serait-ce abuser de s'inviter à ce qu'elle appelait un week-end parfait, loin du bruit et de cette affreuse ville? Cette lettre n'était pas la première du genre. Catherine était toujours plus désireuse de retrouver les enfants que ceux-ci de la voir, et dans certains cas, cela valait autant. C'eût été un mariage peu souhaitable à tous égards pour Stephen, malgré l'envie passionnée qu'avait la pauvre Cathy de voir sa seule fille bien casée. Elle-même s'était quelque peu déclassée en épousant Christian Bowers, plus riche de talent que d'argent, et sans aucune prétention à quoi que ce fût, sauf le génie. Mrs. Maxey l'avait rencontré une seule fois. Il lui avait déplu, mais contrairement à Cathy, elle le tenait pour un artiste. Elle avait acheté un de ses premiers tableaux, un nu allongé, désormais accroché dans sa chambre à coucher, où il lui donnait plus de satisfaction que l'hospitalité intermittente consentie à sa fille n'en pourrait jamais payer. C'était pour elle une leçon de choses sur la folie d'un mariage désassorti. Mais parce que le plaisir que lui donnait la toile était toujours vivace, parce qu'elle était autrefois allée en classe avec Cathy Bowers et accordait encore quelque importance aux obligations nées de relations sentimentales anciennes, elle estimait qu'elle devait accueillir Catherine à Martingale, au moins comme son invitée, sinon celle de ses enfants. D'autres petits faits, cependant, étaient quelque peu préoccupants. Mrs. Maxey n'était pas d'avis d'accorder trop d'importance à ce que certains appellent parfois « atmosphère ». Elle gardait sa sérénité, réglant avec un bon sens, écrasant les difficultés trop évidentes pour être mises de côté et faisant mine de ne pas voir les autres. Mais il se passait à Martingale des choses qu'on pouvait difficilement ignorer. Certaines, bien entendu, étaient prévisibles. Malgré son remarquable manque de sensibilité, Mrs. Maxey devait bien se rendre compte que Martha et Sally n'étaient pas vraiment faites pour s'entendre et que la vieille bonne trouverait forcément la situation difficile pendant un temps. Ce qu'elle n'avait pas prévu, par contre, c'est que les tensions iraient croissant au fil des semaines. Après un défilé de gamines sans formation et sans instruction, venues là parce que ce genre de service était leur seule chance d'emploi, Sally semblait être un modèle d'intelligence, de capacité, de raffinement. On pouvait lui donner des ordres avec la certitude qu'ils seraient exécutés avant que des répétitions aussi persévérantes que laborieuses vous eussent convaincu qu'il était plus simple de faire le travail vous-même. Une impression de détente, rappelant quasi l'avant-guerre, serait revenue à Martingale sans les soins incessants que nécessitait désormais Simon Maxey. Le docteur Epps avait d'ailleurs prévenu la famille qu'elle ne pourrait pas continuer longtemps encore à les assumer. Il faudrait bientôt soit engager une infirmière à plein temps, soit transporter le malade à l'hôpital.
Or, Mrs. Maxey ne voulait entendre parler ni de la première solution, coûteuse, incommode et peut-être indéfiniment prolongée, ni de la seconde, qui eût signifié que son mari mourrait entouré d'étrangers. Comme la famille ne pouvait payer ni une clinique privée, ni une chambre seule à l'hôpital, il faudrait se rabattre sur un lit à l'hospice du pays, caserne surpeuplée au personnel notoirement insuffisant. Avant de sombrer dans le stade terminal de sa maladie, Simon lui avait murmuré « Tu ne laisseras pas m'emmener, Eleanor ?» À quoi elle avait répondu « Sûrement pas ». Et il s'était endormi, rassuré par une promesse qui n'avait pas été faite à la légère. Ils le savaient l'un comme l'autre. Dommage que Martha eût si vite oublié le surmenage qui avait précédé l'arrivée de Sally. Le nouveau régime lui donnait le temps et l'énergie de critiquer ce qu'elle avait trouvé étonnamment facile d'accepter au début. Jusqu'à présent, elle n'avait d'ailleurs pas dévoilé ses batteries, des allusions obliques mais pas de récriminations précises. Certes, Mrs. Maxey était bien persuadée que la tension devait monter dans la cuisine et qu'il faudrait probablement attaquer le problème après la kermesse, mais celle-ci avait lieu dans une semaine et pour l'heure, la principale préoccupation était d'en faire une réussite. Le jeudi avant la kermesse, Deborah consacra la matinée à faire des courses à Londres et déjeuna avec Félix Hearn à son club, après quoi tous deux allèrent voir une rétrospective Hitchcock. Cet agréable programme fut complété par un thé dans un restaurant de Mayfair qui professait des principes très démodés sur la composition de ce repas. Gavée de sandwichs au concombre et d'éclairs au chocolat maison, Deborah se dit que l'après-midi avait été vraiment très réussi, encore qu'un peu terre-à-terre au goût de Félix. Mais enfin, il l'avait bien supporté. Il n'était pas amant, ce qui avait bien des avantages. S'il l'avait été, il se serait cru obligé de passer l'après-midi ensemble dans la maison de Greenwich, puisque l'occasion s'en présentait et qu'une liaison irrégulière impose des conventions tout aussi rigides et astreignantes que celles du mariage. Certes, faire l'amour aurait sans doute été assez plaisant, mais leur camaraderie, détendue et peu exigeante, était plus du goût de la jeune femme. Elle ne voulait pas vivre un grand amour. Mariée jeune à Edward Riscoe, mort de poliomyélite moins d'1 an après, elle avait connu des mois de désespoir absolu qui l'avaient guérie de ce genre de folie. Mais une union fondée sur la camaraderie, des goûts compatibles et un échange satisfaisant de plaisirs sexuels lui semblait être pour son existence une base raisonnable et possible à réaliser sans trop d'émotions violentes. Elle soupçonnait Félix de l'aimer assez pour être intéressant sans risquer de l'importuner, et songeait parfois à envisager sérieusement la proposition attendue. Elle commençait même à trouver un peu étrange que la dite proposition ne vînt pas. Elle savait qu'il n'avait rien contre les femmes. Certes, la plupart de ses amis le considéraient comme le célibataire type, original, légèrement pédant et toujours amusant. Mais enfin, il y avait ces états de service pendant la guerre, incontournables. Un homme porteur de décorations françaises et britanniques pour son action dans la Résistance ne peut être ni efféminé ni stupide. Il faisait partie de ceux dont le courage physique, qui avait subi l'épreuve des tortures de la Gestapo, ne pourrait plus jamais être mis en doute. La mode était un peu passée de penser à ces choses-là. Mais enfin, on ne les avait pas encore tout à fait oubliées. Ce que ces mois en France avaient fait à Félix Hearn, personne ne le savait. Mais on lui permettait des excentricités dont il semblait d'ailleurs se satisfaire. Deborah l'appréciait parce qu'il était intelligent, drôle, et qu'elle ne connaissait pas de papoteur plus divertissant, doté d'un goût quasi féminin pour les menus événements de la vie et d'une intuition sans défaut pour les subtilités des relations humaines. Rien ne lui semblait négligeable, et il écoutait cet après-midi-là, avec toutes les apparences de la sympathie amusée, ce que Deborah lui disait de Martingale. Alors, vous voyez, c'est une vraie bénédiction d'avoir de nouveau un petit peu de temps libre, mais je ne crois pas que ça puisse durer. Martha va s'arranger pour la faire partir en un rien de temps. Et je ne la blâme pas. Elle n'aime pas Sally et moi non plus. Pourquoi? Elle court après Stéphane? Ne soyez pas vulgaire. Vous pourriez m'accorder une raison un peu plus subtile. Mais en fait, oui. Elle a l'air de l'avoir impressionné et je crois que c'est fait exprès.
Elle lui demande conseil pour le bébé, dès qu'il est là, bien que j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il était chirurgien et pas pédiatre. Et dès que la pauvre Martha ose dire un mot contre elle, il part à fond de train pour la défendre. Vous verrez vous-même quand vous viendrez samedi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.